merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce samedi 16 août. Deuil national d'une journée décrétée en Algérie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après le drame qui a coûté la vie vendredi à 18 personnes après la chute d'un bus de transport dans Oued El Harrach. Le président de la République qui a d'ailleurs adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes. Et c'est dans un climat de tristesse que les proches des victimes ont fait leurs adieux. Ils étaient des centaines cet après-midi au cimetière d'Al Alia en présence de hauts responsables et de cadres du gouvernement. Les forces sionistes continuent de brasser des vies de civils palestiniens innocents. Rien que pour la journée de samedi, des dizaines sont tombés en martyrs. Au nord, au sud ou encore au centre de l'enclave palestinienne, les bombardements ne faiblissent pas, portant le nombre de martyrs palestiniens depuis octobre 2023 à 61 897. Jour de vote en Libye, les Libyens se sont rendus aux urnes samedi dans une cinquantaine de villes dont Tripoli pour participer à la seconde phase des élections municipales. Après des incidents criminels à l'Est, la Haute Commission électorale annonce le report au 23 août du scrutin dans 7 autres municipalités. Et puis le très attendu et médiatisé sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine a finalement eu lieu. De l'espoir certes, mais aucun accord sur l'Ukraine n'a été trouvé. Trump conseille à l'Ukraine de conclure rapidement un accord. Les Européens mis à l'écart veulent maintenir la pression sur Moscou via des sanctions. Nous le disions à l'instant, l'Algérie en deuil après le drame survenu vendredi soir à Oued El Harrach suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued après avoir dérapé d'un pont. Un accident qui a coûté la vie à 18 personnes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d'un jour à compter d'hier soir avec la mise en berne de l'emblème national. Le président Tebboune qui a présenté ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes de cet accident. Les victimes de cet accident ont été inhumées cet après-midi en présence de hauts fonctionnaires du gouvernement algérien. Ils étaient des centaines cet après-midi au cimetière d'Al Alia pour assister aux funérailles. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu ce samedi à l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja, l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zmirli d'Al Harrach et au centre hospitalo-universitaire Mustafa Bacha pour s'enquérir de l'état de santé des blessés de ce tragique accident. Et sachez qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes réelles de l'accident qui a fait donc 18 morts et plus de 20 blessés. L'annonce a été faite hier soir par le ministre algérien de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Merad. Les résultats de cette enquête seront annoncés ultérieurement et fourniront tous les détails selon ses déclarations à la télévision algérienne. Le président du Parlement arabe, Mohamed Ahmed El-Yamahi, a adressé samedi ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux dirigeants, au gouvernement, au Parlement et au peuple algérien, exprimant ainsi la solidarité du Parlement arabe avec l'Algérie dans cette douloureuse épreuve, implorant Allah le Tout-Puissant d'entourer les défunts de sa sainte miséricorde et de prêter à leurs familles et proches patience et réconfort.
Et la Palestine, éternelle amie de l'Algérie, a elle aussi présenté par la voix de son ministère des Affaires étrangères ses condoléances en cette douloureuse épreuve. La Palestine qui réaffirme ainsi sa solidarité avec les familles des victimes, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Il y a également cet appel du ministre d'État, du ministre des Affaires étrangères égyptien, au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Dans ce cadre, donc, les deux parties ont évoqué également les derniers développements liés à la reprise par l'occupation israélienne de ces plans expansionnistes. Les deux parties, donc algériennes et égyptiennes, ont évoqué les derniers développements liés au conflit à Gaza et à l'attaque incessante de l'armée sioniste sur les Palestiniens. Les deux parties qui réaffirment que l'avenir de la paix au Moyen-Orient demeure tributaire de l'arrêt de la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien, de la fin des chimères israéliennes expansionnistes et de l'accélération de l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 67 avec Al-Quds Sharif comme capitale. L'actualité, vous l'aurez compris, c'est donc également ce génocide sioniste qui se poursuit à Gaza. 9 civils palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce samedi par les tirs des forces de l'occupation sioniste au nord de l'enclave palestinienne. Selon des sources locales, les forces sionistes ont ouvert le feu sur des observateurs humanitaires dans une zone de distribution au nord du gouvernorat de la ville. 8 autres Palestiniens sont également tombés en martyrs ce samedi lorsque les forces de l'occupation sioniste ont bombardé une maison dans le camp d'El Borej, au centre de la bande de Gaza, une tente abritant des personnes déplacées à Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Nous nous sommes réveillés cette nuit au son d'une forte frappe et avons découvert les restes de notre voisin Youssef Mu'tasim al-Batta, tombé en martyr avec sa femme et sa fille de 2 mois et demi, ainsi que des civils. Quand il fait, l'occupation sioniste nous a informé que la zone était sûre. Sachez également que 11 Palestiniens ont été assassinés et plusieurs autres blessés après que l'occupant sioniste ait pris pour cible des personnes affamées près des centres de distribution d'aide dans la bande de Gaza. L'hôpital Al-Aouda, situé au centre du gouvernorat, a annoncé l'arrivée des corps de 9 martyrs et de 14 blessés. Le complexe Nasser de Khan Younes a confirmé avoir reçu les corps de 2 martyrs ainsi que de plusieurs personnes blessées par les tirs de forces d'occupation près du centre de distribution d'aide de l'American Relief Agency for Palestine au nord de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Et vous le savez, l'entité sioniste n'épargne personne. Plusieurs personnes ont été tuées dans une frappe qui a ciblé une école abritant des rescapés dans l'enclave palestinienne. Je vous propose d'écouter ces témoignages de rescapés. Les écoles sont censées être un endroit sûr, mais malheureusement, avec l'occupation, il n'y a plus d'endroit sûr. Il n'y a pas de différence entre les personnes âgées ou entre un homme et une femme. Nous jouions sur place, des enfants jouaient, des femmes étaient assises. Nous nous amusions et tout allait bien jusqu'à ce qu'une frappe cible l'endroit, touchant tout le monde, enfants et femmes. Il y avait énormément de blessés gisant au sol. Voilà ce qui s'est passé. Ils nous ont frappés sans aucune justification, sans aucune résistance ni rien. Toujours à Gaza, le ministère palestinien de la Santé a révélé que les hôpitaux de l'enclave ont enregistré 11 décès dus à une malnutrition aiguë. En 24 heures, le communiqué du ministère publié lundi a confirmé que le nombre total de victimes de la famine et du blocus imposé par l'occupation sioniste sur l'enclave palestinienne s'élevait à 251 martyrs, dont 108 enfants.
Par ailleurs, sachez que la Suisse a déclaré vendredi que la décision de l'occupation sioniste de poursuivre son projet de colonisation dans la zone dite E1 en Cisjordanie occupée violait le droit international et compromettait les chances d'une solution à deux États. Dans un communiqué publié sur la plateforme X, le ministère suisse des Affaires étrangères a réaffirmé son rejet de l'annonce de la construction de milliers de logements dans la zone E1 et dans la colonie de Malia. Rappelons que le gouvernement sioniste avait annoncé l'approbation de la construction de 3000 nouveaux logements près de la colonie de Malia et de 3515 logements dans la région voisine. Dans le reste de l'actualité, des défenseurs des droits humains et des militants anti-normalisation au Maroc ont accusé les services secrets sionistes d'être à l'origine de l'accident impliquant le militant de gauche Sion Assidon dans le coma depuis samedi dernier lors d'un rassemblement de solidarité avec Raza. Le secrétaire général de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Aziz Hannaoui, a affirmé que l'incident était entouré de mystères car le corps du militant marocain présentait de nombreuses ecchymoses et un coup très grave à la tête. Il a également souligné que le peuple marocain est conscient et qu'il soutient la cause afin de connaître toute la vérité sur les circonstances de cet incident. وصديقنا وحبيبنا المناضل الكبير أسيدون سيون. Notre cher ami et grand militant Assidon Sion est en ce moment alité dans un état critique dans l'une des cliniques, suite à un accident qui demeure entouré de mystères. Il a été retrouvé inconscient à son domicile. Sur son corps, des ecchymoses, des traces de coups et des égratignures. Faut que tout le monde soit solidaire en soutenant l'affaire de notre frère Assidon dans la lutte contre le nettoyage ethnique, le génocide, le sionisme raciste ainsi que l'infiltration sioniste et ses agents dans notre pays. Nous le disions en titre, des centaines de milliers de Libyens se sont rendus aux urnes ce samedi dans une cinquantaine de villes, parmi elles la capitale Tripoli. Après une première phase en novembre dans 58 villes, le vote devait initialement se tenir dans 63 municipalités, dont 41 de l'ouest, 13 de l'est et 9 du sud. Mais la haute commission électorale a dû suspendre fin juillet dans 11 villes, dont 10 de l'Est et du Sud, suite à des incidents. Samedi, l'institution a également annoncé le report au 23 août du scrutin dans 7 autres municipalités, majoritairement de l'Ouest, après des incendies criminels ayant détruit le matériel électoral à Zawiya et à Sahel al-Gharbi, à 45 km de Tripoli. La haute commission électorale avait aussi fait état mardi d'une attaque armée contre ses locaux à Zliten, à 150 km de Tripoli. المرحلة نتمنى اللي يكونوا فيها أصواتنا حاضرين المراقبين أو حاضرين النواب المرشحين اللي لقيناهم هذوما اللي في الإيد هذوما الانتخابية. هنا أستاذ سامي ممكن. En Tunisie, cette fois-ci, le président Kais Saïed a affirmé que l'État n'avait absolument pas l'intention de régler ses comptes avec qui que ce soit, mais qu'il ne renoncerait pas pour autant à demander des comptes. Lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Sarah Zafrani, Saïed a souligné que la Tunisie vivait des moments historiques, des moments décisifs entre ceux qui se sont rangés du côté du peuple et de ses revendications légitimes et de ceux qui se sont rangés du côté opposé. Il a également réaffirmé sa détermination à travers ses lois et ses institutions et son peuple à faire échouer toutes les tentatives désespérées de ce qu'il a appelé les vestiges de la régression et de tous ceux qui s'y sont alliés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Toujours en Tunisie, dans la ville côtière de Sousse, une start-up de technologie médicale affirme qu'elle transforme l'avenir des prothèses avec des membres bioniques alimentés par l'intelligence artificielle. Commentaire signé Maria Schouyer. Dans un petit atelier de Sousse, des gestes précis façonnent ce que beaucoup n'osaient plus espérer. Un prolongement de soi, un morceau de vie retrouvé. Ici, la technologie et l'humain se rencontrent dans du matériel bionique. Dans cet atelier tunisien, des ingénieurs, chercheurs et médecins travaillent à la mise au point d'une prothèse révolutionnaire. À l'origine du projet, une histoire personnelle, celle d'une jeune fille née avec une malformation qui n'a pu obtenir une prothèse qu'à l'âge adulte, faute de moyens et de solutions locales.
Une réalité qui a poussé cet entrepreneur tunisien à lancer Cure Bionics, une start-up à mission rendre les prothèses intelligentes abordables, même dans les régions les plus reculées. كنا نطور في بلاتفورم باش نحطوا فيها دي ديسبوزيتيف ميديكو. Nous développions une plateforme pour l'intégration de dispositifs médicaux. La cousine d'un membre de notre équipe est née avec une malformation congénitale et ses parents n'ont pas pu se permettre une prothèse avant ses 20 ans. Nous avons constaté que ces prothèses étaient indisponibles, coûteuses, voire inaccessibles géographiquement. Nous avons donc décidé de relever ce défi pour développer des membres artificiels et des solutions de rééducation accessibles à tous, à un prix abordable et avec une technologie compétitive. Les capteurs écoutent les muscles, l'IA interprète les signaux et ainsi le mouvement reprend vie. Des gestes qui semblaient perdus deviennent à nouveau familiers. Cette machine n'imite pas seulement l'humain, elle l'accompagne, elle le comprend. Cette prothèse utilisée devient intuitive et pénètre dans l'inconscient de l'utilisateur, rendant ainsi l'expérience de l'utilisateur agréable et proche de la réalité. Cette innovation est le fruit d'une collaboration entre start-up technologiques, médecins rééducateurs et chercheurs en intelligence artificielle, une première en Afrique du Nord. Disposer d'une société locale qui fabrique des prothèses performantes et qui n'exclut pas les enfants est un grand acquis pour la Tunisie et même pour les malades d'Afrique. D'autant que les prothèses fabriquées sont, sur le plan technique et technologique, n'ont rien à envier à ce qui se fait dans le monde. Grâce à une nouvelle génération de prothèses bioniques pilotées par l'intelligence artificielle, les patients peuvent enfin retrouver une autonomie qu'ils pensaient perdue. Plus accessible, plus intelligente et entièrement conçue localement, ces prothèses changent la donne pour les amputés tunisiens. Dans sa dernière mise à jour, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a fait état de la mort de 50 civils et du déplacement de 80 000 autres personnes suite à la vague de violence qui a frappé l'est de la République démocratique du Congo. Le bureau ajoute que les affrontements ont eu lieu dans plusieurs régions de la province d'Ituri. Au cours du mois de juillet, ces affrontements ont gravement entravé l'acheminement de l'aide humanitaire, privant quelques 250 000 personnes de services de base selon l'ONU. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'information publique ce lundi sur la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, suivie de consultations à huis clos. La sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et au département des opérations de paix, Martha Ama Akia Pobi, présentera le dernier rapport de 90 jours au secrétaire général des Nations Unies, couvrant les développements survenus entre le 1er avril et le 15 juillet dernier. C'est une rencontre qui a fait réagir le monde entier, une rencontre à haut risque en Alaska entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, présentée comme une étape cruciale vers la paix dans la guerre en Ukraine, mais sans cessez-le-feu et avec une invitation à Moscou. La réunion de près de 3 heures entre les deux dirigeants a soulevé plus de questions que de réponses. En conférence de presse et à une question sur la réussite de ce sommet, Donald Trump a donné la note de 10 sur 10 à sa rencontre avec Vladimir Poutine. Regardez. C'était très complet et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points, vraiment beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a 1 ou 2 points importants, mais je pense qu'ils peuvent être atteints. Maintenant, c'est au président Zelensky de mener à bien cette tâche. Je dirais aussi que les pays européens doivent s'impliquer un peu, mais c'est au président Zelensky de décider. Je pense que nous le sommes. S'il le souhaite, je serai présent à la prochaine réunion. Ils vont organiser une réunion entre le président Zelensky et le président Poutine. Quant à moi, je suppose que je ne vous ai même pas posé la question. Non, pas que je veux y être, mais je veux m'assurer que cela soit fait et nous avons de bonnes chances d'y parvenir. Et
Et à propos du conflit russo-ukrainien, le président américain a déclaré que les Ukrainiens devaient accepter un accord pour mettre fin à la guerre avec la Russie, parce que, je cite, cette dernière est une très grande puissance et pas eux. La rencontre a été très chaleureuse. Vous savez, c'est un homme très fort, un dur à cuire. Mais c'était une rencontre très chaleureuse entre deux pays très importants. Et c'est très bien quand ils s'entendent bien. Je pense qu'on n'est pas loin du but. Maintenant, il faut que l'Ukraine accepte. Peut-être qu'ils refuseront parce que Biden a distribué de l'argent comme des bonbons et que l'Europe leur a donné beaucoup d'argent. Vous savez, nous avons donné 350 milliards de dollars. L'Europe leur a donné beaucoup moins, mais beaucoup quand même, 100 milliards de dollars. De son côté, le président russe a affirmé que la guerre en Ukraine aurait pu être évitée si Donald Trump avait été au pouvoir en 2022. Il a parallèlement accusé Joe Biden d'avoir laissé la situation dégénérer malgré ses avertissements. En 2022, lors de mon dernier contact avec l'administration précédente, j'ai tenté de convaincre mon ancien collègue américain que nous ne devions pas laisser la situation en arriver à un point où elle pourrait entraîner de graves conséquences, notamment une intervention militaire. J'ai alors déclaré que c'était une grave erreur. Aujourd'hui, nous entendons le président Trump déclarer que s'il était président, il n'y aurait pas de guerre. Je pense que cela aurait été le cas. Je le confirme, car le président Trump et moi avons établi une relation solide, pragmatique et de confiance, et j'ai toutes les raisons de croire qu'en avançant dans cette direction, nous pourrons mettre fin au conflit en Ukraine, et le plus tôt sera le mieux. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont séparés après avoir multiplié les déclarations engageantes et les gestes amicaux. Le président russe a d'ailleurs invité vendredi son homologue Donald Trump à se rencontrer la prochaine fois à Moscou. Et au lendemain de ce sommet Trump-Poutine auquel aucun pays européen n'a été convié, plusieurs dirigeants européens se sont engagés à continuer de soutenir l'Ukraine et à maintenir la pression sur la Russie jusqu'à la fin du conflit. Une déclaration rendue publique dans un communiqué signé notamment par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Souila Kilal pour les détails. Une rencontre historique d'égal à égal entre deux puissances mondiales en terre américaine. Trump accueille Poutine sur le tarmac même de l'aéroport avec des applaudissements, une poignée de main chaleureuse, un trajet dans la même voiture, des gestes qui envoient des signaux forts d'une entente cordiale entre les deux présidents. Ce qui n'a pas été du goût des dirigeants européens lésés par cet accueil chaleureux, eux qui depuis 3 ans n'ont eu de cesse de diaboliser Vladimir Poutine aux yeux du monde. Mais ce qui a rajouté de l'huile sur le feu, c'est l'exclusion des dirigeants européens de ce sommet Trump-Poutine, suscitant ainsi de profondes inquiétudes quant à la négligence de leurs intérêts et à la régression de l'influence de l'Europe dans la géopolitique internationale. D'ailleurs, les réactions ne se sont pas fait attendre ce samedi. Plusieurs dirigeants européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le premier ministre italien Giorgia Meloni, ont annoncé dans un communiqué commun être prêts à maintenir la pression sur la Russie en renforçant les sanctions et les mesures économiques ciblées jusqu'à l'établissement d'une paix juste et durable. Ils ont par ailleurs assuré être prêt à faciliter un sommet tripartite Trump-Zelensky-Poutine avec le soutien européen. Le président français Emmanuel Macron a appuyé l'idée, en appelant sur son compte X, à maintenir la pression sur la Russie tant qu'une paix solide et durable respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue. De son côté, le premier ministre britannique Keir Starmer a appelé à des discussions impliquant Volodymyr Zelensky. Des déclarations qui peinent à cacher la frustration des leaders européens, disons-le clairement, vexés d'avoir été laissés pour compte dans ce sommet historique à enjeu élevé avec des progrès réalisés même si aucun accord n'a été conclu. Mettant ainsi l'Europe face à une évidente perte d'influence et de poids à la table des négociations, surtout que les paquets consécutifs de sanctions économiques européennes à l'encontre de la Russie ces 3 dernières années n'ont pas eu l'effet escompté sur Vladimir Poutine, qui semble n'avoir rien perdu de sa verve.
pendant ce temps, des heurts ont opposé des milliers de manifestants hostiles au gouvernement et à la police vendredi à Belgrade, au 4e jour de tension, faisant craindre une répression plus ferme du mouvement de protestation anticorruption en cours depuis plusieurs mois en Serbie. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.